Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Super. Merci pour ceux qui sont arrivés à l'heure, qui ont pu arriver à l'heure. Voilà, tant pis pour les retardataires et ils rattraperont peut-être après sur l'enregistrement ou sur leur téléphone également. Ils peuvent écouter cette table ronde intitulée Énergie renouvelable, éco-concevoir et recycler pour produire de nouveaux équipements. Un enjeu industriel français et européen. Alors, vous l'aurez sans doute compris, au vu du pédigré de nos intervenants, nous allons nous focaliser sur une filière qui s'apprête à vivre un véritable boom côté recyclage, le photovoltaïque bien sûr. Oui, une vague de panneaux en fin de vie se profile, notamment parce que nous approchons des 20 ans des premières installations bénéficiant du généreux tarif d'obligation d'achat de 2006. Les plus anciens s'en rappellent. 2006, une année qui marque pour la France les vrais débuts du photovoltaïque de masse, on va dire, avec un temps de retard, certes, par rapport à nos voisins espagnols ou allemands notamment. Alors passons sur les hésitations de nos dirigeants français, le moratoire de 2010 et les autres péripéties. Et attardons-nous sur un secteur où la France a 7 fois une longueur d'avance, le recyclage. Un enjeu environnemental bien sûr, mais aussi de souveraineté en termes de matières premières réutilisables. Et pour un bon recyclage, il faut bien sûr en amont du matériel conçu pour que ces différents éléments puissent être ensuite facilement séparés et revalorisés. C'est là tout l'enjeu de l'éco-conception. Recyclage, éco-conception, deux faces d'une même pièce. Une pièce qui, comme l'euro que nous avons en poche, a clairement cette dimension européenne, car l'élan vient souvent de directives de l'Union européenne, avec derrière une transposition des textes par les États et, au passage, l'espoir que l'éco-conception permette aux industriels français et européens de revenir dans le jeu face à la toute-puissante industrie chinoise. Alors je vous propose 4 séquences pour rythmer cette table ronde et on va avoir besoin de rythme pour rester dans le timing. La dernière sera avec vous dans la salle. N'hésitez pas à vous rapprocher d'ailleurs parce que là pour le moment on vous voit un peu loin. Donc n'ayez pas peur de vous rapprocher pour qu'on vous voit mieux, qu'on ait un meilleur échange. Donc discussion à bâton rompu à la fin, j'espère si on est bon au niveau du timing. Et la première séquence, elle repose sur un éclairage introductif à 2 voix et je demande à Noa Gainsbourg et Juan Alzate de me rejoindre sur scène. Donc Noa Gainsbourg est chercheuse à l'Institut national de l'énergie solaire rattaché au CEA. Juan Alzate, bonjour à vous deux. Juan Alzate est ingénieur performance technique et environnementale au sein de Soren, l'éco-organisme agréé par l'État pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Donc à 2 voix, vous allez en quelques minutes nous expliquer pourquoi l'éco-conception et le recyclage deviennent un sujet crucial et vous allez nous donner le cadre au niveau français et européen. Donc un éclairage à 2 voix qui commence avec vous, Noa. Vous avez rédigé une thèse sur l'éco-conception des modules photovoltaïques en 2015. 2015, une autre époque. Donc vous étiez vraiment pionnière là-dessus. Vous êtes désormais responsable développement durable de l'INES. Et en une décennie, voilà peut-être ma question, qu'est-ce qui a changé dans le sens que l'on donne à ce mot composé éco-conception, que ce soit dans les laboratoires ou au niveau de l'industrie? Bonjour à tous. Du coup, en fait, je vais commencer quand même par définir c'est quoi l'éco-conception. Ça peut permettre d'éclaircir un peu le sujet. En fait, l'éco-conception telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est éco-concevoir un produit, c'est réduire ses impacts environnementaux tout en persévérant ses performances techniques et économiques. Ça veut dire en fait, on est obligé de réduire l'empreinte environnementale du produit, mais en pensant qu'il soit économiquement fiable et techniquement fiable. Et il y a une subtilité dans cette définition, c'est que l'impact environnemental sur tout l'ensemble de cycle de vie. Ça veut dire en fait, on ne va pas faire un focus uniquement sur la phase de fabrication. Donc un produit aujourd'hui, il a un cycle de vie qui démarre par une extraction, une production, une distribution, usage et fin de vie. Donc on doit s'assurer que sur l'ensemble du cycle de vie, j'ai une réduction des impacts environnementaux. C'est là donc où éco-concevoir consiste à ne pas faire un transfert des impacts
C'est-à-dire un fabricant, il va dire, ben moi je vais produire un module photovoltaïque à une faible empreinte environnementale, mon produit est vert, mais derrière, peut-être ce qu'il a utilisé à la phase de fabrication peut mener à un recyclage difficile, compliqué, qui fait que finalement, ce n'est pas de l'éco-conception. Et c'est là où la R&D peut intervenir, parce que en fait, donc là, la R&D, elle peut proposer de co-concevoir tout en adaptant une approche, ce qu'on appelle les 3 R, donc réduire, réutiliser et recycler. Et donc, en fait, le design for recycling, design for reuse, design for reduction. Et en gros, en fait, là, en fait, la R&D va tester, développer des prototypes, des BOM qui permettent d'améliorer l'impact environnemental, être sûr que le produit à la fin, il peut être durable dans le temps pour le développeur et être recyclé. Et donc, c'est un peu comme ça que comment la R&D peut fonctionner avec le fabricant, qui fonctionne derrière avec un certificateur qui valide, un développeur qui utilise et un recycleur qui prend le produit en fin de vie. Alors là, j'ai mis à l'écran une image qui est utilisée par Soren, on va venir après avec Juan, sur la décomposition des éléments d'un module. Et pareil, donc, sur ma question, voilà, en 10 ans, aujourd'hui, qu'est-ce qui a progressé énormément au niveau recherche et qui s'est traduit sur l'éco-conception, sur la partie industrielle et peut-être avec la réglementation derrière, poussée par la réglementation? Ah oui, on a vraiment beaucoup évolué depuis 2015 parce qu'en fait, avant le focus, c'était un peu réduire l'empreinte, donc réduire le bilan carbone principalement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même, dans cette chaîne de valeur ou dans cette composition, on commence à regarder comment on peut réutiliser des matériaux recyclés, comment en fait concevoir, utiliser des encapsulants ou des faces arrière qui sont faciles à démanteler pour faciliter le travail de recycleur. Et c'est là la réglementation peut jouer un jeu parce que tous ces efforts peuvent coûter cher. Donc ça va empêcher le fabricant, parce que le fabricant doit produire, doit avoir de la marge. Le développeur va acheter, donc il doit s'assurer qu'il n'achète pas trop cher. Et donc on va dire, la réglementation peut orienter, on va dire, aligner pour aider à cette synergie entre cet écosystème. Et donc, c'est là où je pense qu'on a besoin un peu de la réglementation dans ce sens-là pour aider cet écosystème d'être souverain et assurer l'économie circulaire. Alors on va y revenir, mais effectivement, la réglementation, c'est là qu'est arrivé le principe de l'organisme, de l'éco-organisme qui est Soren, issu donc d'une loi de 1975 avec le Code de l'environnement qui dit il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets, sous-entendu ceux qu'ils ont produits ou ceux qu'ils ont vendus. Donc effectivement, voilà, ça s'adresse aussi aux distributeurs. 93, ça rentre dans la réalité quand même, on voit 20 ans plus tard sur les emballages, et il faut attendre là aussi 2015 pour l'extension au photovoltaïque avec la mise en place d'une filière de recyclage européenne, des dispositifs nationaux différents. Et en France, donc, le choix d'un éco-organisme unique. Donc ça, peut-être vous en parlerez un tout petit peu, c'est la particularité. Ça s'appelait PVSIC, pour ceux qui s'en rappellent, jusqu'en 2021. Il s'appelle aujourd'hui Soren, finalement, c'est la même entreprise. Et c'est là que vous exercez, Juan Alzate. Comment ça marche, ce recyclage à la française? D'ailleurs, j'ai une petite diapo aussi là-dessus. Comment ça marche d'un point de vue même administratif, qu'on comprenne un peu cette histoire d'éco-organisme, comment il est financé, comment on finance ce principe de recyclage pour le coup. Ok, bonjour à tous. Okay, oui, c'est bon. Oui, donc en ce cas-là, nous, on est Soren, donc l'éco-organisme agréé par le pouvoir public pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés, donc dans les territoires, donc métropole et outre-mer. Et en fait, nous, on a une structure à but non lucratif où, là, Franck, tu l'avais déjà dit, et les producteurs, ils vont adhérer à l'éco-organisme parce qu'aujourd'hui, ils ont une obligation de leurs produits introduits dans les marchés français depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Et à ce moment-là, en fait, quand ils vont adhérer à l'éco-organisme, ils vont transférer cette responsabilité de la collecte et des traitements à nous. Et donc, en ce cas-là, nous, on va mettre en marche toutes les opérations de la logistique et le traitement. Et il ne faut pas oublier que nous, comme on est agréé par le pouvoir public, on doit respecter un cahier des charges imposé par l'État.
Et en fait, ça va permettre de faire émerger de la filière de gestion des déchets. Et donc c'est un fonctionnement, quoi. C'est parce que c'est pas vous directement qui recyclez, c'est pas Soren qui recycle directement. Vous faites appel à des opérateurs. On aura un videoseux qui va par exemple intervenir, ainsi que l'entreprise Rosy. C'est quoi? Vous lancez des appels d'offres, c'est ça, réguliers? Oui, c'est ça. Et on travaille avec des appels d'offres pour la logistique et le traitement. Et justement, pour l'année prochaine, on va lancer un appel d'offres. Et aujourd'hui, en fait, au niveau collecte, en fait, on a deux façons de le faire. Donc, on parle plutôt au niveau des quantités de modules. Donc, si le détenteur il a moins de 40 panneaux photovoltaïques, il doit s'approcher vers un point d'apport volontaire qu'il y a autour de tout le territoire. Et en ce cas-là, il a ce module et il les dépose au niveau du PAV. Et après, on parle de plus de 40 panneaux photovoltaïques. En ce cas-là, donc, le détenteur, il fait une demande d'enlèvement sur notre site web. Et nous, on va entrer en relation avec lui, on va lui demander des informations un peu générales, donc le nombre de palettes, le nombre de panneaux, la technologie, d'autres. Et en ce cas-là, on fait l'opération en direct avec lui et avec les logisticiens. Et en termes de traitement, je ne l'avais pas dit en fait, mais en fait, quand le producteur il adhère à l'éco-organisme, il va devoir donc verser une éco-participation. Ouais. Parce qu'en fait, quand un produit il est introduit sur le marché, il doit suivre l'éco-participation. Et grâce à l'éco-participation, nous, on pourra faire l'opération. Et le détenteur, en fait, il pourra donc faire appel à Soren pour enlever les modules sans frais. On le fait aujourd'hui, quelle que soit la marque des modules, quelle que soit la mise sur le marché des produits et quelle que soit la technologie. Et au niveau du territoire français, donc, on a 3 prestataires de traitement. Un sur le territoire Hauts-de-France, l'autre région Nouvelle-Aquitaine et aussi donc région Occitanie. On a aussi un prestataire en Belgique et un autre en Allemagne. Et parmi donc, ces prestataires, on a aujourd'hui 2 méthodes de traitement. La première, c'est le broyage, c'est-à-dire qu'on va récupérer le panneau, on va le broyer et à partir d'autres types de procédés, donc séparation par densité ou par courant de Foucault, on va récupérer donc les différentes fractions avec des différentes tailles. Et puis donc on a les traitements par délamination par lame chaude. On va dire, on l'a vu avant en fait, on va dire que le module c'est une espèce de sandwich. Oui. La lame en fait va permettre de séparer donc la plaque du verre. Oui. Ça va permettre de séparer la lame du verre avec la partie laminée. Ça va nous permettre de récupérer une fraction de verre avec une haute valeur ajoutée. Et le laminé, en fait, là, ça va être Rosy qui pourra vous en parler. Lui, il va récupérer donc les métaux stratégiques. Oui, on va en parler effectivement juste après. Et peut-être juste pour finir cette partie introductive, là on voit donc toujours issu d'une présentation de votre éco-organisme Soren, les perspectives et où on en est réellement sur le recyclage au niveau français. Donc pour ceux qui sont un peu loin, en bleu c'est ce qui se passe réellement effectivement. Et on voit la courbe qui se tend. Donc aujourd'hui on est au début, quoi. On va dire c'est les prémices du recyclage de masse là aussi, quoi. On y est là, on est à la croisée là. Et en fait c'est une filière jaune, nous on a commencé en 2015 et à peu près pour vous donner des chiffres, entre 2020 et 2022 on a collecté à peu près 3000, 3500, 3600 tonnes. Par an. Et, oui, à peu près. Et pour l'année 2023 on a collecté plus de 5 000 tonnes. Et là, tu l'as dit, en fait, c'est le début en fait, de la collecte. La projection que nous on a au niveau gisement, c'est de devoir récupérer 30 000 tonnes pour l'année 2030. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on travaille de la main avec nos prestataires, avec la filière, la filière photovoltaïque et aussi la filière des acteurs du recyclage. Et en même temps, nous, on participe dans des différents projets européens en fait, qui vont nous permettre aussi d'améliorer les choses. Très bien. Alors, j'avais prévu une petite séance de questions-réponses avec le public à terme de chaque séquence, mais vu qu'on a pris pas mal de retard, je vous propose de garder vos questions pour la fin, précieusement, et on va essayer de garder ce temps d'échange ensemble. Hein. Voilà. Je demande tout de suite à Raffaella Giardino et à Jean-Baptiste Bessac de nous rejoindre sur scène pour la seconde séquence de cette table ronde. Raffaella est la directrice, Raffaella Giardino, directrice produit innovation de l'entreprise Carbone. Jean-Baptiste Bessac est le PDG d'une jeune pousse qui s'appelle Solar Energy System
Analytics, je dirais CESA, si vous permettez, parce que ça sera plus simple pour moi, et on va gagner quelques secondes que je suis en train de perdre. Bienvenue à vous deux. Et ensemble, nous allons parler éco-conception, donc un enjeu environnemental, un enjeu industriel surtout. La volonté de se différencier, on l'a dit, mais on l'a peu abordé, des produits qui nous arrivent massivement de Chine. Ça ne vous a pas échappé. Et donc nous en parlons d'abord avec vous, Raphaëlla. Vous êtes depuis le début, il y a presque 3 ans, de ce projet fou. Et là, je reprends, c'est votre formule, hein, c'est pas la mienne. C'est la construction de toutes pièces d'une gigafactory de panneaux photovoltaïques en France, qu'on va voir ici, voilà, qui est en image. Alors, c'est pas encore réalisé, mais fou le projet, car beaucoup d'industriels européens ont disparu sous les vagues d'exportation chinoise qui ne semblent pas refluer pour le moment, mais vous y allez donc. Et Raphaëlla, vous avez longtemps travaillé dans la R&D, dans le secteur de la santé, hein, je précise. Et pour Carbone, vous avez pris en charge la partie opérationnelle. Vous dites construit sur papier, et on voit le résultat, l'usine. Hein, et aujourd'hui, vous êtes sa directrice produit innovation. Alors comment l'industriel Carbone, aujourd'hui, dans cette phase de préparation finalement, hein, de la construction, de la fabrication, comment Carbone fait de l'éco-conception un élément central dans sa stratégie de production de ces futurs panneaux concrètement? Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Carbone, un projet où nous sommes très, très militants. Nos modules seront différenciants et l'éco-conception, c'est vraiment central à ce qui nous anime. Nous avons participé en France. En France, tu l'as dit, nous sommes à la pointe des préoccupations de éco-conception, d'éco-modulation. Et nous avons participé donc, au groupe de travail avec nos collègues qui sont aussi présents aussi, ouais, et avec d'autres industriels pour définir quels sont les paramètres que nous voulons poursuivre, où sont les étapes de la production de panneaux qui consomment le plus d'énergie et donc de CO2. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire ces étapes. N'oublions pas aussi la partie de reuse, de conditionnement des panneaux qui est prévue par la directive européenne, la DEEE qui était mentionnée à l'écran. Et tu as raison, c'est une chose vraiment assez européenne. Aujourd'hui, vous le savez bien, la grande majorité des panneaux viennent de Chine. Et quand on commence à parler avec les fournisseurs de matériaux, j'ai une petite anecdote. Un des paramètres qu'on a identifié, c'est d'incorporer du matériel qui vient du recyclage. Et on peut le faire notamment avec le cadre d'aluminium. Et je me rappelle, en parlant avec différents producteurs d'aluminium, je parlais aussi avec des Chinois et je leur demandais, mais est-ce que vous utilisez de l'aluminium recyclé? Ils m'ont dit, oh non, 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 absolument pas, c'est tout nouveau. C'est vraiment, vraiment très, très lointain de leur mentalité. Ouais. Absolument, absolument. Comme c'est lointain, donc il n'y a pas que les matériaux qu'on utilise. Et donc, on va utiliser, par exemple, un verre en sachant quel contenu d'antimoine il y a ou sans antimoine, ou essayer de l'antimoine qui pose un problème après en termes de recyclage, forcément. Exactement, parce qu'on ne peut pas mélanger le verre avec antimoine avec verre sans antimoine. C'est toxique. C'est toxique. Ouais. Ou bien diminuer ou éliminer l'utilisation du plomb dans les interconnexions. Il y a beaucoup de choses sur les matériaux, mais il y a aussi beaucoup de choses sur le process. Donc nous, on suit les deux. Quand je parle de process, je parle par exemple combien d'énergie j'ai besoin pour faire une étape, ou combien d'eau j'utilise. Les plaquettes, elles sont rincées avec beaucoup d'eau, si je peux le diminuer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble aux équipementiers européens, parce que les équipementiers européens ont la même préoccupation que nous avons, contrairement à la majorité des équipementiers au parcours chinois, pour voir comment on peut réduire les matières premières qui rentrent dans la composition. Donc, comme Carbone, nous participons à plusieurs groupes de travaux en France, mais aussi dans des projets européens, comme Foresi.
je voudrais dire, et tu m'interromps si je prends trop de temps, n'hésite pas absolument, je sais que le temps c'est critique, mais pas tous les composants du panneau sont nés égaux. Il y a des composants qui sont plus faciles de recycler. Et dans le recyclage, on parle de recyclage, de upcyclage, de downcyclage. L'aluminium, c'est relativement facile. Oui. Le verre, ça va si on le broie, etc., plus dans le downcyclage. Mais la chose la plus difficile à recycler reste le silicium. Le silicium, vous savez, un élément très abondant sous la Terre, mais c'est l'élément qui demande le plus d'énergie dans la production du panneau. Le silicium des cellules. Il y a différentes étapes. On prend... dans oui, on n'ira pas trop loin là-dessus, effectivement. Mais par rapport à vous, en tant que... Je reviens juste sur le côté industriel et sur la différenciation. Parce qu'on sait, et ça a été la critique faite à l'Union européenne, c'est ce côté naïf. C'est-à-dire, nous, on va être plus vert que vert. Vous allez voir ce qu'on va voir. Et puis finalement, à l'arrivée, on prend du low cost. On ne sait pas trop comment c'est fait à l'autre bout du monde. On ne se pose finalement pas tant de questions que ça en tant qu'utilisateur et revendeur. Comment ça, vous le mettez en perspective, vous, en tant qu'industriel? C'est pas une équation facile, hein. C'est sûr, parce qu'il faut que tout le monde, tous les acteurs de la chaîne des valeurs jouent le même jeu. C'est-à-dire, on se différencie en Europe pour des valeurs qu'on a en Europe qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays du monde. Je ne parle pas que du recyclage. Hein. On pourrait parler du contenu travail forcé, effectivement. Par exemple. On pourrait aller jusque-là, oui. Par exemple. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, au niveau économique, on se doit d'être compétitif. On ne peut pas proposer quelque chose qui est complètement en dehors. Mais si on augmente un contenu de recyclage, on essaye d'aller aussi vers la direction que ce contenu de matière recyclée puisse, quelque manière, nous faire au moins ne pas augmenter les coûts de production. Après, je disais, la partie la plus compliquée, c'est le silicium. Le silicium coûte beaucoup pour la purification en termes d'énergie et donc en termes de coût tout court. Si on pouvait faire un circuit court, on pourrait peut-être... J'utilise le conditionnel parce que c'est tout de la recherche et développement. Donc nous, l'usine n'existe pas encore, mais nos équipes de R&D existent et nous faisons partie de projets européens comme le projet Foresi par exemple, qui a l'objectif d'arriver au recyclage des matières. Mais c'est vrai que sur le silicium, je pense qu'on pourra développer la question avec Antoine Chalot de l'entreprise Rosi. Juste peut-être une discussion, une interaction avec le secteur de la recherche et éventuellement avec Soren sur justement ce travail qui est fait aujourd'hui, qui peut arriver à profiter, parce qu'il y a tout un travail de la recherche publique, hein, il y a beaucoup d'argent qui a été mis, que ce soit par l'État français et par l'Union européenne, dans la recherche, qui est très forte. Hein, en fait. Contrairement à ce que peuvent penser des gens, on a une recherche sur le secteur du photovoltaïque qui est vraiment très forte, qui est puissante. Comment arriver à pousser aujourd'hui la phase d'industrialisation amenée par carbone? Comment se fait ce lien? Et est-ce que sur l'éco-conception et le recyclage, on va voir une concrétisation là? Oui, vous pouvez. Après, vous pouvez taper en touche. Hein. Non, déjà on travaille ensemble avec Carbone, donc moi je prends la casquette du coup d'un chercheuse au CEA, donc le travail de la R&D c'est principalement comme je l'ai dit tout à l'heure, de guider leurs choix technologiques. Ça veut dire aujourd'hui en fait, on va développer des bombes, on va caractériser. On va tester justement ce silicium dont Raffaella en a parlé. Genre, est-ce qu'avec ce silicium recyclé, on va arriver à la qualité des modules performants pour faciliter un peu la tâche de l'industrialisation derrière? Mais après, moi, je suis persuadée par ça qu'il faut la synergie. Ça veut dire qu'il faut un engagement des développeurs d'acheter ces produits éco-conçus, de fabricants de s'aligner avec la R&D, après le recycleur de collecter ces modules, de les recycler, et du fabricant de s'engager, d'acheter ces matériaux recyclés. Et là, on peut créer ce qu'on appelle cette économie circulaire. Et là, c'est vraiment un engagement. C'est pas évident parce que derrière, il y a toujours l'indicateur économique qui est en jeu, ce qui est aussi parfois, ça freine la R&D et ça freine tout le monde. Mais je pense, si jamais on arrive à avoir cette synergie et on est pionnier quand même pour le recyclage, pour l'économie circulaire en Europe. Et je trouve aujourd'hui, par exemple, le recyclage,
comme déjà été évoqué par Rafaela, en Europe, ça se développe à fond, comme a montré Juan. Je pense que c'est le moment d'agir. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le moment. Après, sinon, 2030, c'est trop tard. Donc, Pourquoi c'est trop tard? C'est trop tard parce qu'ils vont y arriver. Ils vont, vous parlez de... Je parle des Asiatiques. Okay. C'est un peu comme le développement, la production. Donc aujourd'hui, on est un peu en retard, on peut peut-être beaucoup en retard. Mais on a cet élément de différenciation qui est le recyclage, qui peut être aujourd'hui clé pour récupérer cette réindustrialisation et qui fait qu'on va avoir cet écosystème. Mais c'est un engagement commun de tous les partis. Mais qui peut être poussé. On a parlé de la réglementation et puis après on va parler, on va évoluer un peu sur la table ronde. Mais on parlait de la réglementation. Il y a des appels d'offres, il y a des choses comme ça au niveau de la Commission de régulation de l'énergie sur les grandes centrales au sol, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est à la hauteur au niveau de ce qui est demandé justement aux développeurs pour pousser ce que vous dites en termes d'économie circulaire et cette réindustrialisation? Je réponds ou je laisse les fabricants, les développeurs? C'est une question que je vous pose. Oui, je peux dire, on y arrive, on y va à deux pas. On n'est pas encore tout à fait là. Hein, on pourrait faire mieux, on devra faire mieux, mais on a ce qu'on appelle le reality check. On ne peut pas mettre des ambitions trop élevées si on n'y arrive pas, si on n'a pas les produits qui répondent à ces ambitions. Mais dès que ces produits sont présents, on pourra le faire. Aujourd'hui, par exemple, on a des paramètres disons, éco-modulation sur, je vous donne un exemple, sur le contenu d'argent. Voilà, l'argent, c'est dans les petites basses barres des cellules. Ouais. Et c'est un matériel critique, donc on demande de le réduire. On le met comme... C'est un exemple d'éco-conception qui est supporté par la réglementation. On fait les premiers pas. Mais on va dans la bonne direction et ce qui est vraiment étonnant, c'est que la France, nous avons vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres pays européens. Ça se passe en Europe, mais même par rapport aux pays européens, on s'engage dans cette... Après, je ne peux pas en parler, mes collègues en parleront mieux on finira là-dessus. C'est hyper intéressant. J'ajuste juste que quand même en France, on est les premiers. On est les premiers, ça veut dire aujourd'hui en fait le critère bilan carbone qui est dans les AOCRE il y a depuis des années est certifié par le certificateur Certisolis et je pense ça aujourd'hui à l'échelle mondiale c'est le premier certificateur qui fait ça et c'est français et c'est un critère que tout le monde veut le récupérer aujourd'hui même si en fait moi je vois qu'il faut ajouter des critères mais on reste quand même en France pionnier là-dessus. Ce qui est une chose... Oui, c'est assez rare pour le souligner et on a l'habitude de s'auto-flageller. Là, peut-être on peut se féliciter, mais peut-être pas trop longtemps, en passant à l'action derrière. Merci à vous. Et on a une autre filière où on est pionnier en France, au niveau mondial. Pour le coup, c'est sur l'agrivoltaïsme. Alors, il y avait une table ronde là-dessus et on ne va pas aller trop sur ce sujet-là, sur le fond de l'agrivoltaïsme. Mais au sein de cette filière, il y a aussi de la place pour l'innovation. Et c'est votre angle de développement, Jean-Baptiste Bessac, sur le côté éco-conception finalement, dans la filière qui est l'agrivoltaïsme. Donc vous êtes le PDG de, alors je vais le dire une dernière fois, Solar Energy Systems Analytics, CESA. On va voir, voilà, c'est ça que vous faites au sein de cette entreprise que vous avez créée en 2021, après une douzaine d'années passées dans un laboratoire de certification de panneaux photovoltaïques, labo adossé au CNRS et à l'Université de Perpignan. Donc on voit là encore les connexions qui sont faites sur cet écosystème de la connaissance finalement. Et vous êtes passé de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du module, je dirais. Et c'est opérationnel depuis l'été dernier. Donc un système d'ombrière par câble et structure bois dédié à l'agrivoltaïsme. Donc système de câbles. Et vous allez nous dire comment est née cette idée. Après, on va décrire un tout petit peu dans la diapo suivante. On verra mieux de votre système. Mais vous êtes en opposition par rapport à une tendance sur l'agrivoltaïsme au niveau fabrication. Merci pour le teasing et l'introduction.
Oui, effectivement. Vous disiez filière dans la filière. Nous, on veut dire juste filière tout court, en fait, l'agrivoltaïsme. Et c'est notre vision, en tout cas, chez CESA, c'est que c'est pas une filière de la filière, c'est vraiment un marché à part entière avec ses codes, ses propres critères d'accès au marché, ses propres critères d'exploitation de centrales, ses propres critères techniques aussi. Et c'est en ça, en fait, on est parti d'un constat qui a été fait. Initialement, nous, on est du monde du logiciel et de l'essence de l'ingénieur. On a commencé à avoir un transfert de propriété intellectuelle du CNRS sur la société avec des systèmes de caméras pour piloter des suiveurs solaires sur des grandes centrales. Et on a eu cette ambition, en fait, finalement, de monter sur la chaîne de valeur et de devenir un fabricant. Parce que déjà, on est originaire de Perpignan, basé dans les Pyrénées-Orientales, et l'agrivoltaïsme est un peu très développé et en avance de phase. C'est vraiment une sorte de laboratoire. Premier démonstrateur, me semble-t-il, à Tresser, hein, voilà. Au niveau français. Ouais. Et donc, du coup, on a également les premiers retours, les premiers ex. Et ce qu'on voit apparaître, c'est quand même un certain nombre de tensions qui arrivent sur l'acceptabilité de ce type de centrale, parce qu'on est parti effectivement de l'existence qu'on savait faire dans le photovoltaïque, et on va juste aujourd'hui l'adapter pour essayer d'aller dans cette filière-là. Notre approche, c'est de se dire, c'est une nouvelle filière, on part d'une feuille blanche, de zéro, et qu'est-ce qu'a besoin de la filière, et on va répondre dans le cahier des charges de suite. Et donc, on a mis au cœur de ça l'acceptabilité. Pour nous, et l'acceptabilité passe par deux choses importantes, l'impact environnemental et l'intégration paysagère. Donc et c'est à partir de ça que prend tout le sens, en fait, de l'éco-conception, qui amène un peu plus de valeur ajoutée qu'effectivement on amène quand on parlait des modules photovoltaïques où là la compétition est très forte, on veut réduire l'impact environnemental, mais chez nous c'est une condition d'accès au marché. Et ça, c'est ce que ressentent tous les développeurs. Donc là, vous êtes parti sur un principe. Donc là, c'est un petit démonstrateur hein, que vous avez commencé à mettre en place avec un lycée agricole. Hein. C'est tout récent. Mais le principe, donc, c'est d'avoir moins de structures porteuses. Donc là, peut-être ça se voit moins sur ce démonstrateur. Je voulais vous en parler. Ouais. Mais des structures porteuses, pour le coup, en bois. Ouais. Et vous allez me dire ce que ça, en termes de durabilité aussi, comment vous pouvez imaginer la chose. Et puis donc des systèmes de câbles pour diminuer ça. J'ai résumé. Ouais. Alors pour rentrer un tout petit peu plus effectivement dans le pourquoi de ces choix technologiques, le fait d'utiliser du câble et notamment s'inspirer des systèmes de transport par câble, c'est à terme d'aller sur des grandes distances. Là, c'est un démonstrateur, donc on minimise toujours un peu les risques sur le démonstrateur, mais à terme, c'est... Alors, oui, merci. Je crois qu'il y avait un peu... Alors, on vous a perdu, peut-être un... Ouais. Petit problème au niveau du micro. Peut-être change de micro. Allez-y. Oui, ouais, c'est bon. Celui-là, on va l'éliminer. Mettez-le de côté. Pardon. Oui, je disais à terme, c'est d'aller sur des grandes distances. Pourquoi on va aller sur des grandes distances? Ce qui rejoint la hauteur aussi des structures, c'est qu'on veut faciliter la mécanisation. On s'adapte en fait à l'agriculteur. L'agriculteur est au centre du projet. Et c'est en ça, pour nous, on va aller à terme sur des distances d'une vingtaine de mètres qui sont compatibles avec ce qu'on peut retrouver dans la grande culture, dont tout ce qui est maçonneuse-batteuse et machinerie pour faire du traitement sur les cultures. Donc le CAP va permettre ça à terme. Ensuite, on a effectivement travaillé le sol. Le sol est important dans notre domaine, à travailler à le préserver, ce sol. Il faut qu'on ait des structures qui soient réversibles en fin de projet. Et donc, on travaille des techniques de fondation qui n'utilisent pas de béton. Là, sur ce démonstrateur, on utilise du pieu battu. Donc, c'est des pieux qu'on enfonce dans le sol qu'on peut enlever ensuite. Mais il y a d'autres techniques et des innovations qui commencent à arriver aussi sur les fondations. Et du coup, là, si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi? C'est une platine sur laquelle viennent les poteaux bois, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais. Donc, et ça rejoint le dernier, qui est le bois. Ouais. Et comment on met en œuvre ce bois? En fait, chez nous, c'est clairement un pari. On nous a pris pour des fous quand on voulait mettre du bois dans les centrales solaires. On leur a dit que voilà, ça marche pas mal. Mais non, mais effectivement, le bois, il y a plusieurs avantages. Le premier, déjà, en Occitanie, il y a une vraie filière bois. Et en France aussi, clairement, il y a des industriels qui sont capables de sortir des volumes, d'usiner le bois à des prix assez compétitifs, il faut le dire. Ensuite, le bois, c'est un fort impact environnemental. En fait, le bois, en termes de matériaux de construction, en France, il est sous-utilisé. On a utilisé le bois pour faire du chauffage. Donc ça relâche le CO2 dans l'atmosphère. Mais en fait, c'est le bois en matière de construction, c'est un piégeur de carbone. Il garde son carbone tout le long de sa vie. On peut le recycler en fin de vie, le détruire, faire d'autres applications. Et enfin, contrairement aux a priori, c'est un matériau qui résiste très bien dans le temps, s'il sait être mis en œuvre.
Donc effectivement, il faut le protéger de l'humidité, de poches d'humidité. Il faut utiliser certaines classes de bois spécifiques. Ici, on a pris du lamellé collé en Douglas, qui est un bois qui est naturellement résistant. Il n'y a pas de produits chimiques, de trempage chimique qui est fait. Et les colles qui sont utilisées pour le lamellé collé sont également d'origine naturelle. D'accord. En termes de développement, juste pour finir, à quand l'usine CESA? Aujourd'hui, en fait, on a, pour dérisquer en fait, on va dire le démarrage de la société, on a fait ce choix de passer des partenariats avec des industriels. Parce que clairement, aujourd'hui, développer des jeunes sociétés industrielles en France et en Europe, les financements sont compliqués à aller chercher. Donc l'idée, c'est de ne pas réinventer non plus les roues sur les infrastructures, s'appuyer sur les infrastructures existantes. On a passé, nous, en collaboration avec la société Poma, donc, qui est une société historiquement de transport par câble depuis 1936. Qui fait autorité, effectivement, voilà, Poma. Qui fait un peu d'éolien aussi. Qui fait un tout petit peu d'éolien. Ouais. Et on va bénéficier de leur infrastructure industrielle pour fabriquer les pièces, pour le stockage, pour la livraison. On a un maillage rapide en fait également sur l'international grâce à ce partenariat-là. Et donc l'idée c'est de tomber rapidement les coûts pour arriver à des réalités de marché. Effectivement, on parle beaucoup de coûts dans le domaine du solaire, au sol ou agrivoltaïque, parce que derrière il y a des enjeux pour le consommateur, de maîtriser également un coût. Donc il faut pouvoir rapidement atteindre des niveaux de prix qui soient dans les tendances du marché, quoi. Ok, merci à vous. Pareil, sur une question vraiment spécifique là-dessus, gardez-la. On va garder le point question-réponse pour la fin. Donc là, je demande maintenant à Aymeric Sénès de l'entreprise Envidoso Occitanie, Antoine Chalot de l'entreprise Rosie, de nous rejoindre pour cette nouvelle séquence qui pourrait s'intituler Recyclage, attention, changement d'échelle en vue. Bienvenue à tous les deux. Donc vous avez normalement un micro ou deux micros qui marchent à côté de vous. Et juste avant de vous passer quand même la parole, je reviens sur le côté retour d'expérience. Je me tourne à nouveau vers vous, Noah et Juan. Est-ce que vous pouvez nous préciser davantage les enjeux justement en termes de recyclage sur la partie métaux, en termes de volume, de valeur, hein, il y a des éléments là-dessus. Quelles sont aujourd'hui donc ça c'est peut-être pour Juan, et puis les technologies depuis 30 ans, l'hétérogénéité, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui le plus en termes de recyclage? Enfin voilà, peut-être pour Juan sur la partie matière, donc là c'est par masse, donc on voit, et après c'est par valeur. Oui, donc en fait, ce que voit sur l'écran, c'est la répartition massique d'un module photovoltaïque, solution cristallin. Et comme on peut voir, en fait, c'est le verre et l'aluminium qui sont en majeure quantité. Donc le verre, il représente 70% et l'aluminium 14%. Et on peut voir aussi que les matériaux critiques ou les métaux critiques ou stratégiques, on les retrouve en moindre quantité. Donc l'argent, par exemple, représente 0,08% et le silicium 3% et le cuivre 4%. Donc gardez bien ce schéma et hop, on bascule et là vous allez voir autre chose. Par contre, oui, en fait, quand on commence à parler de la valeur dans les modules, et là j'ai fait un peu le focus au niveau de la haute valeur ajoutée, on voit que c'est l'argent et le silicium qui ont plus de la valeur. Le silicium, en fait, il représente 40% et l'argent 20%. Et c'est là où nous, côté Sogen, on s'est dit recycler c'est bien, mais il faut aussi réfléchir à la haute valeur ajoutée, c'est-à-dire de récupérer des fractions avec une pureté plus élevée qui vont permettre en fait justement de trouver de la valeur sur ces fractions sortantes. Et après, en fait, on pourra les réintroduire dans le système pour faire d'autres produits en fait. Donc il y a un enjeu assez important. C'est pour ça, je le dis à nouveau, en fait, on est toujours en communication avec nos prestataires parce que c'est pas simplement une histoire de recycler, c'est aussi d'aller plus loin, de faire mieux tout le temps. Oui, il ne s'agit pas de recycler, peut-être on en reviendra avec Rosie notamment. Sur le recyclage aujourd'hui, on regarde un peu ce qui se fait. Bon, c'est beaucoup de matériaux broyés, on va en venir aussi avec un vide de œufs, mais après derrière la réutilisation pose question, parce qu'effectivement si on met des choses à haute valeur ajoutée dans des remblais autoroutiers ou au moins dessous des parties asphaltées plutôt, ça peut poser question. Aujourd'hui, quels sont les points durs sur les matériaux qui posent encore problème pour le recyclage? Aujourd'hui, ce qui pose problème, je laisserai après peut-être mes collègues expliquer mieux. Mais ce qu'on a vu, c'est plutôt en fait la phase de la délamination où on veut récupérer ces matériaux critiques.
Et peut-être, nous, ce qu'on a vu aussi à l'échelle R&D, c'est qu'il y a plusieurs technologies. Donc, quand on parle de silicium, on ne peut plus parler uniquement des couches minces, du cristallin, mais dans le cristallin, il y a une variété de technologies qui fait que ça complique en fait le traitement, ça peut compliquer le traitement. Donc il y a des technologies qui consomment beaucoup d'argent, il y a des technologies qui consomment très peu d'argent, il y a des technologies qui utilisent des types d'encapsulants qui sont faciles à recycler, d'autres difficiles à recycler. Mais les autres qui utilisent celles qui sont difficiles à recycler, c'est pour des raisons de durabilité derrière. Donc c'est un peu le challenge derrière, le backsheet avec fluor, sans fluor, le verre, le type de verre avec antimoine, sans antimoine. C'est des raisons qui vont parfois, c'est lié au choix de la technologie à l'échelle cellule qui va derrière impacter le recyclage. Et c'est là où je pense, et c'est une réalité aujourd'hui, les technologies existent et ils vont augmenter au niveau, ils vont être diversifiés de plus en plus parce qu'on entend parler de plusieurs technologies qui vont arriver dans le marché. Et c'est ça le compromis où on doit prévoir, ce que j'ai parlé au début, c'est comment on anticipe ce recyclage pour faciliter la tâche après pour eux, pour récupérer et pouvoir valoriser ces matériaux critiques en fait. Je pense le challenge aujourd'hui, c'est la diversité des technologies et la diversité des choix des matériaux pour le recyclage et la durabilité à la fois. Donc justement, nous allons parler du concret avec vous deux, Aymeric et Antoine. Aymeric Sénès, d'abord donc directeur traitement d'Envie2E Occitanie, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait, Franck. Donc ça, on y reviendra sur ce côté emploi spécifique. Ouais. Donc vous faites partie des entreprises retenues par appel d'offres, donc on l'a dit par Soren. Votre premier marché date de 2019, 900 tonnes. Tout à fait. Pour cette année-là. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vous traitez 3000 tonnes. On sera aux alentours des 3000 tonnes en fin 2024. De modules, voilà, sur cette année, sur Toulouse. Exactement. Et la montée en charge s'annonce continue. Alors, on va parler un peu comment ça se passe concrètement pour vous, ce recyclage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu le procédé? Oui, bien sûr. Effectivement, nous, notre but, c'est d'accompagner aussi Soren sur la montée en charge des panneaux photovoltaïques. Comme vous avez pu le voir, la courbe elle est exponentielle. Et le but, c'est de proposer à Soren, comme peut le faire aussi Rosie, des solutions en fait différentes en fonction des panneaux, parce que c'est ce que disait tout à fait Noah. C'est qu'on a des panneaux que c'est extrêmement varié. Et effectivement, nous sommes la dernière roue du carrosse, en général, les recycleurs, et forcément, on doit s'adapter. Et il est très difficile à l'échelle industrielle de s'adapter, je dirais, au one-shot. Et donc du coup, c'est là où il va falloir structurer toute cette filière du recyclage avec des solutions différentes. Nous, notre parti pris, c'est de traiter du volume. Je rassure Noah, nous ne mettrons jamais quand même de l'argent dans les remblais. En tant que bon recycleur, Ça, vous arrivez à le séparer? Oui, bien sûr. En fait, il y a des technologies différentes et complémentaires. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas avoir un seul prisme, et c'est ce que fait Soren, puisqu'en fait elle a multiplié ses prestataires avec des solutions différentes, et ce qui pour moi est la bonne stratégie. Pour ce qui est d'Envie2E Recyclage, nous avons un fonctionnement relativement simple au démarrage. De notre structure d'insertion va venir retirer l'ensemble de l'aluminium et du boîtier de connectique. Ensuite, la dalle va être traitée par broyage par notre associé dans le nord de l'Europe, et qui va lui venir retirer effectivement toute la partie métaux précieux et matières stratégiques. Voilà. Et ensuite va rester, mais comme vous l'avez vu sur les différents camembert, vous avez surtout le verre. Le gros enjeu va être, en termes de volume. Au niveau du volume, on parle du verre, 70% c'est du verre. Et effectivement, comme on a pu l'évoquer, la problématique de l'antimoine. Ouais. Mais pour autant, aujourd'hui, on a des débouchés. Et en fait, on est en train de créer les recycleurs, mais aussi les fabricants, parce que, pour travailler sur d'autres systèmes. Les fabricants sont maintenant en recherche de matériaux recyclés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les clients le demandent. Et c'est bien les clients qui, aujourd'hui, font le marché. Et ce sera toujours comme ça. S'il y a des clients, il y aura un marché. S'il n'y a pas de clients, il n'y aura pas de marché. Et c'est qui ces clients ? C'est les collectivités qui poussent ou c'est Je pense que c'est
généralisée. Ok. Aujourd'hui, je dirais les éco-valeurs, en fait, ça émerge dans la société, ça émerge dans les consciences, et c'est en train de faire son chemin. Et de toute façon, ça va pousser du coup les politiques et ainsi de suite. Et c'est là où on va créer l'éco-organisme et en tout cas la circularité du marché, Ouais, c'est tout ça. à fait. Ouais. Voilà. Donc Envie est là pour l'accompagner et créer, et nous sommes en recherche de ces solutions pour amener justement peut-être demain à Carbone ou je m'excuse, des solutions. Voilà, Des solutions. Mais, des produits ouais. pour... Question, ce qui sera valable aussi pour Antoine Chalot après, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que derrière, il faut que vous ayez aussi des clients je comprends, pour les matières qui sont séparées. Et ça, c'est le travail du recycleur. Aujourd'hui, ça, c'est pas un souci pour Alors, vous. c'est pas que c'est pas un souci, c'est toujours un souci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toujours une question de rentabilité. Et on trouvera toujours des gens pour prendre la matière à zéro, ça, il n'y a pas de problème. Pour autant, il y a de l'énergie, il y a de l'humain qui est mis pour sortir tous ces matériaux et ça a un vrai coût. Et c'est notre travail à nous de recycleurs, c'est de rechercher en fait, le meilleur rapport entre le produit et sa valeur. Et donc on travaille au quotidien. C'est-à-dire que la solution d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain et ainsi de suite pour faire avancer justement toute cette filière. Voilà. Mais aujourd'hui, on arrive effectivement à récupérer une grande partie de l'ensemble des masses et elles sont bien recyclées. Aujourd'hui, le taux de recyclage d'un panneau voltaïque, c'est quasiment 98%. Enfin, donc, ce produit aujourd'hui ne souffre pas d'un manque de recyclage et de récupération. Là où il y a criticité, c'est effectivement sur certains matériaux qui sont en très petite quantité, mais avec de très fortes valeurs ajoutées. Et c'est bien là où il faut qu'on mette l'accent aujourd'hui, tout à fait. Okay. Juste peut-être sur ce côté emploi, vous avez donc des parcours d'insertion au sein de l'entreprise. Absolument. Qui pourraient laisser penser d'un regard extérieur qu'on est sur un segment à faible valeur ajoutée au niveau salarial, qui pourrait même faire penser qu'on utilise des gens à bas coût pour faire le boulot. C'est pas ça. Absolument pas. Vous me tendez un peu. Non, je plaisante bien sûr. Non, les emplois que l'on propose sont des emplois en insertion. Et dans entreprise d'insertion, le premier mot c'est entreprise. Donc on ne vit pas de subventions ou de choses comme ça. Bien au contraire, les subventions qu'ils peuvent avoir sont là pour aider le salarié. C'est-à-dire nos salariés travaillent 35 heures. Ils sont payés au-delà du SMIC. D'accord ? Et ce qui fait la différence, c'est qu'on va leur offrir un accompagnement dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on appelle des chargés d'insertion professionnelle qui vont aider les salariés à développer un projet professionnel. Ce sont souvent des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles ou avec potentiellement des difficultés langagières parce qu'on a beaucoup de primo-arrivants, qu'on le veuille ou non. Et le but, c'est de les aider à démêler la jungle administrative française parfois et à les aider à construire un projet professionnel. Et c'est là où Envie se positionne, c'est dans ce créneau-là. On accompagne les salariés et donc, si vous voulez, les subventions potentielles qu'on touche sont là pour en fait compenser cet accompagnement et ce surencadrement, puisqu'en fait, nos ateliers sont surencadrés par rapport à une entreprise classique pour justement accompagner ces gens qui sont en perte de repères, soit sur le savoir-faire, mais ça c'est relativement facile à orienter, à former, mais sur le savoir-être majoritairement, puisque soit il n'y a pas les repères culturels, soit il n'y a pas les repères des repères de vie classiques en entreprise. Et c'est là où on les accompagne. Donc voilà. Je pense que c'était important de le souligner parce que là, effectivement, on parlait des valeurs tout à l'heure, les valeurs qui sont les nôtres en Europe, en France, des valeurs plutôt humanistes, on va dire. Là, on est au cœur du sujet. Donc, dans l'écologie, il y a la place de l'humain. Tout à fait, mais c'est aussi le choix de Soren de nous confier ces marchés parce qu'on a aussi cette valeur ajoutée humaine et nous y tenons particulièrement. Donc on va rester sur le terrain des recycleurs avec cette fois la jeune pousse Rosie. Antoine Chalot, vous êtes le directeur opérationnel
de cette entreprise co-créée en 2017 par un chercheur du CNRS, on y revient encore, hein, ce lien avec la recherche, avec une idée, mieux valoriser le silicium et les métaux qui sont renfermés dans les modules dont on a vu et dont on voit la valeur. Une idée devenue réalité en 2023 avec la première usine opérationnelle en Isère. Elle traite aujourd'hui 3000 tonnes par an. On la voit là en image. Question simple à la Michel Chevalet, comment ça marche? Alors, je vais venir à comment ça marche juste après, mais expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc nous, comme vous avez dit, on est une société qui vient du monde du développement, de l'innovation et des nouvelles technologies, du monde du photovoltaïque et du monde du matériau. Et le matériau central dans le photovoltaïque, c'est le silicium. Alors c'est pas beaucoup de pourcents de matière, mais comme a dit Raphaël tout à l'heure, c'est ce qui consomme le plus d'énergie et qu'on cherche le plus à purifier pour atteindre les performances des panneaux modernes. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de pureté de silicium, un silicium qu'on caractérise de métallurgique, donc juste de dire c'est du métal, c'est 99%. Le silicium qui est utilisé sur des panneaux les plus performants, ce que va produire Carbone, c'est 99,99999999%. Il n'y a pas de matériau qu'on purifie plus que le silicium dans le monde. Et du coup, l'idée, quand on veut recycler du silicium, c'est de garder cette pureté. Si on perd la pureté, si on descend à 95% par exemple, on perd la valeur du silicium. Il perd quasiment toute cette valeur. Et donc l'idée, c'était nous de récupérer ce silicium et donc de trouver des procédés de recyclage qui gardent une pureté qui est inconnue dans le monde du recyclage, à part pour les métaux précieux. Il n'y a que les métaux précieux qu'on va chercher à haute pureté parce qu'ils valent très cher. Et donc on a développé des technologies qui permettent de récupérer ce silicium, puis on s'est rendu compte au passage que c'était très intéressant de récupérer l'argent aussi, et puis de récupérer les autres matériaux. Et donc on a développé une technologie pendant plusieurs années, pendant 5 ans. On en a fait une usine grâce notamment à la sélection par Soren de notre technologie en partenariat avec Envie 2E Aquitaine, donc une autre entreprise de la fédération Envie. Et donc aujourd'hui c'est une usine pleinement opérationnelle qui est basée à côté de Grenoble, et c'est la première usine dans le monde à recycler le silicium et l'argent des panneaux photovoltaïques. Alors comment on fait ça? Alors vous avez vu tout à l'heure un petit peu comment c'est composé un panneau photovoltaïque, surtout du verre, de l'aluminium et d'autres choses. Et en fait, ce qui est très intéressant de récupérer, c'est ces autres choses, c'est la partie active du panneau photovoltaïque. C'est ce qu'il y a au milieu et qui est piégé entre plusieurs couches de plastique, de polymères. Ces polymères, ils sont très intéressants parce qu'ils permettent de faire fonctionner le panneau pendant 20 ans, 30 ans. Il y a des panneaux qui ont 40 ans qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc c'est très résistant, c'est à l'extérieur en permanence soumis aux intempéries et ça fonctionne. Le problème, c'est que quand on recycle, et notamment quand on fait du broyage, le broyage, c'est la méthode traditionnelle du recyclage. Elle peut marcher à très large échelle et on sait séparer pas mal de choses. Le problème du plastique, c'est qu'il colle tout ensemble. Et donc, on aura beau essayer de séparer, on aura toujours ce problème du plastique, et c'est un très très grand challenge pour les recycleurs qui font du broyage. Et donc chez Rosy, nous, on a décidé de partir dans une approche complètement différente, c'est-à-dire de se débarrasser du problème dès le début pour faire du bon recyclage ensuite. Et donc ce qu'on fait, c'est d'abord on fait un traitement thermique, on fait une pyrolyse, on transforme tous ces polymères en gaz, on les brûle, donc on utilise une partie de l'énergie aujourd'hui, plus tard ça sera notre carburant pour notre propre procédé. Et ça permet de séparer. Donc on récupère du verre quand il y a du verre, quand nos partenaires l'ont enlevé, il n'y a pas de verre. On récupère les cellules photovoltaïques et les rubans de cuivre qui connectent toutes les cellules entre elles. Et ensuite on les sépare. Et là c'est beaucoup plus facile de séparer parce que ça ne colle pas ensemble avec le plastique. Et sur la partie cellules spécifiquement, là on va se concentrer pour récupérer le silicium qui est la structure, donc en gros 3% de la masse d'un panneau, et l'argent qui est finement imprimé dessus. Cet argent, il est présent en très petite quantité, mais nous, actuellement, c'est presque la moitié de notre chiffre d'affaires quand on revend de l'argent. Donc c'est très intéressant de le récupérer pour faire fonctionner économiquement notre méthode de recyclage. Et puis parce que l'argent, aujourd'hui, 15% de l'argent mondial est consommé juste pour produire des panneaux. En gros, si on continue à augmenter la production de panneaux, ce qui est attendu, la limitation majeure aujourd'hui, c'est l'argent. C'est physiquement, il n'y aura plus d'argent sur Terre pour faire suffisamment de panneaux. Donc forcément, les fabricants travaillent avec moins d'argent, ils sont très bons là-dedans. Nous, c'est pas intéressant quand on recycle, mais bon,
c'est la vie. Mais voilà, mais donc nous, du coup, Et sur le silicium, pardon, ah oui, je vous coupe, mais sur le silicium, donc vous arrivez à le purifier pour aujourd'hui le réintégrer dans la chaîne du photovoltaïque ou c'est pas encore ça, ou c'est d'autres secteurs? Eh ben pour l'instant, c'est d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on le réintègre dans la chaîne de valeur photovoltaïque, il se trouve qu'il y a certaines étapes de la fabrication qui sont faites uniquement en Chine. J'espère que Carbone bientôt fera ces étapes en France. Mais du coup, nous, on pourrait le remettre dans la filière photovoltaïque. Alors, il faut le repurifier. Le silicium, quand on le sort du panneau, pour tout un tas de raisons, on ne peut pas directement le mettre dans un autre panneau photovoltaïque. Il faut le repurifier, mais c'est bien plus facile de purifier notre silicium que de purifier du silicium métallurgique qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, du coup, économie d'énergie, etc. Si nous, on le remet dans la filière photovoltaïque, ça veut dire qu'il repart en Chine. Donc, il repart en Chine, il va revenir en France. C'est bête. Donc, nous, on préfère aller vers d'autres industries qui utilisent aussi du silicium de haute pureté. Il y en a plusieurs. On travaille notamment avec Evonik en Allemagne, qui utilise du silicium de haute pureté. Il y a plein d'applications, les fibres optiques, dans la chimie aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je vous pousse un peu, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà rentable? Parce qu'on dit justement le silicium est peu cher. Alors, le silicium, c'est un de nos flux financiers. L'argent, le cuivre, l'aluminium, le verre, tout ensemble, en fait, ça fait un mix de matériaux qu'on va revendre et qui vont rendre rentable notre technologie. Aujourd'hui. Mais par contre, alors, je vais y venir. Par contre, ça nécessite plus d'investissement. Nous, notre usine, elle a coûté cher. Alors, la prochaine usine, on a une usine en France, on en ouvre une en Espagne, on va en ouvrir en Allemagne. On a plusieurs personnes qui veulent utiliser nos technologies dans d'autres pays. Donc, on a standardisé notre procédé. Et ces usines, elles sont très rentables parce qu'on sait qu'on va devoir recycler beaucoup de panneaux photovoltaïques. Donc, aujourd'hui, à faible volume, ce n'est pas l'optimal économique pour nous. Okay. Mais c'est des usines qui fonctionneront principalement sur la revente de matière. Aujourd'hui, on est payé par Soren, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de reposer uniquement sur la revente des matières pour faire fonctionner. Pour vous deux, la part de l'éco-contribution, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui vous revient, c'est quoi la part dans le chiffre d'affaires pour donner un ordre de grandeur, si vous l'avez? Nous, aujourd'hui, c'est faible, c'est 10-20% de notre chiffre d'affaires. Et ça descendra. Okay. Nous, aujourd'hui, ça reste encore 50% à peu près. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, on l'a vu sur l'ensemble des éco-organismes, puisque je travaille sur d'autres activités. C'est normal, en fait, quand il y a un démarrage de filière, c'est effectivement l'État qui accompagne, et donc à travers l'éco-organisme, qui accompagne la montée en compétences et la croissance de la filière. Et donc au fur et à mesure, effectivement, mes modèles économiques ont tendance à partir vers la revente des matières plutôt que vers la participation directe. Ok. On va passer à une phase, on a presque rattrapé le temps, mais en tout cas on n'a pas glissé davantage que le retard qu'on a pris au départ, donc c'est déjà pas mal. On va vous laisser la parole peut-être pour des questions. Alors ça peut être des questions très... Oui, il y en a une ici, donc je ne sais pas s'il y a le micro. Le temps que le micro arrive, moi j'en ai une pour commencer. Combien d'emplois aujourd'hui, combien demain dans le recyclage? Là je m'adresse à vous et peut-être sur une vision de Soren aussi là-dessus. Alors chez Rosy, on a à peu près une cinquantaine de personnes. Il y en a 25 qui sont sur la partie développement technologique et disons développement de l'activité et un peu plus d'une vingtaine dans l'usine opérateur de cette usine. Donc nous aujourd'hui, on est sur des équipes d'une dizaine de personnes et on devrait faire 400% dans 10 ans, quoi. D'accord. Alors une première question. Donc si vous pouvez chaque fois vous présenter, qu'on sache d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Inès Benachir et je travaille pour Longhi Solar. Je suis ESG manager chez eux. Et en fait, ma question, c'est pour Soren et aussi pour les recycleurs. Aujourd'hui, mes clients, dans le cadre de la CSRD, ils voudraient avoir plus de visibilité sur la fin de vie de notre produit. Donc, vous avez présenté une slide avec votre capacité de recyclage. Mais en fait, je trouve que les chiffres, ils sont fusionnés tous ensemble. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que vous auriez la capacité de discerner la quantité de produits que, par exemple, Longhi vous envoie, ou Trina, ou d'autres producteurs? Oui, en fait, au niveau interne, on a ce type d'informations. Après, l'histoire de l'afficher pour le public... Bon, je ne vois pas trop l'impact en fait qu'il aura.
En fait, aujourd'hui, nos clients, ils nous demandent une visibilité sur le nombre de panneaux solaires qu'on arrive à recycler et aussi notamment sur la part des matériaux que vous arrivez à récupérer dans nos panneaux chez Longhi. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément cette visibilité et je me demande si c'était une offre que peut-être vous pourriez développer dans le futur. C'est plutôt en fait que ça ne serait pas le seul acteur qui va demander la même chose. On aura plusieurs demandes de la même façon. Et aujourd'hui, en fait, ça dépend en fait du traitement, mais on les fait à grande échelle, c'est-à-dire qu'il faut faire des campagnes de traitement avec une grande quantité de modules. Donc on ne peut pas dire, OK, on va traiter les modules que Longhi envoie aujourd'hui à Soren pour voir en fait la composition au niveau des fractions sortantes. Ça serait intéressant, mais ça serait compliqué à un moment donné si toutes les sociétés ils commencent à demander le même sujet. Donc peut-être les recycleurs sur ce souhait finalement de transparence qui revient de la base, encore une fois, des consommateurs, de la demande. Donc, on est déjà soumis à énormément de traçabilité à tous les niveaux. Mais effectivement, il serait assez effectivement difficile en fonction du nombre d'acteurs aujourd'hui dans le solaire de pouvoir différencier ceci, puisque pour vous donner un ordre d'idée, une campagne de traitement, c'est 600 tonnes. Donc déjà qu'un acteur soit en capacité d'amener 600 tonnes d'un coup pour pouvoir être caractérisé, c'est assez difficile. Ça voudrait dire avoir des capacités de stockage par fournisseur pour atteindre des capacités de traitement de 600 tonnes qui seraient assez problématiques. Voilà. J'ai une autre question. Antoine Chalot, de notre côté, du coup, on a beaucoup de problématiques de traçabilité dans la filière. C'est le recyclage en général, on demande beaucoup de traçabilité. Et nous, en interne, on fait aussi de la traçabilité. Et on fait notamment de la traçabilité par marque. Alors, c'est encore les débuts. Les informations ne sont pas forcément les plus pertinentes avec les volumes qu'on a traités, mais dans le temps, ça va se faire. Et après, on peut avoir des discussions au cas par cas avec certaines entreprises quand les volumes sont suffisants. Pour information, aujourd'hui, la majeure partie des panneaux qu'on recycle, les entreprises n'existent plus. C'était des entreprises européennes qui ont eu du succès il y a 15 ans et malheureusement, elles n'existent plus. Et on commence à voir les panneaux d'il y a une quinzaine d'années des entreprises chinoises qui, à l'époque, Longhi était encore un peu petit, mais Ingli, Trina, les débuts de ces entreprises-là. Je suppose que dans les années qui viennent, il y aura les premières séries problématiques de Longhi qui vont arriver en recyclage. Généralement, c'est des panneaux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont 15 ans et qu'on recycle. Par contre, on a un peu de casse à l'installation. En fait, c'est de la casse à l'installation, c'est des petits pourcentages, mais sur des gros volumes. Donc, mine de rien, c'est pas négligeable. Donc, c'est comme ça que nous, on a déjà des panneaux Longhi chez nous. Alors, vous avez une autre question, mais je ne sais pas s'il y a les gens qui ont une question, s'ils peuvent lever la main pour qu'on voit à peu près. Ouais, une question. Je poserai mes questions. C'est gérable sinon. Allez-y, vous avez le micro. Ok, ouais, c'est juste sur la digitalisation peut-être, parce que nous, chez Longhi, on met en place des plateformes digitales pour la traçabilité, depuis les matériaux comme le quartz jusqu'à la fabrication du module en fait. Et je m'étais dit, pourquoi pas étendre toutes ces capacités de digitalisation peut-être jusqu'au recycleur en fait. Et ça nous permettrait en fait d'avoir cette visibilité sur la part des matériaux, des modules que vous pourriez recycler. C'est envisageable, mais ça a un coût. Oui. Donc voilà, il faut pouvoir le financer. C'est peut-être pas encore dans le cahier des charges malheureusement. de Soren. Non, mais on a beaucoup de... Quand même, on doit dire à Soren ce qu'on recycle, quelle quantité de matériaux on extrait des panneaux, etc. Mais on ne le fait pas par marque, parce que sinon, ça deviendrait très, très compliqué. Oui, en fait, simplement pour compléter, en ces cas-là, nous, comme on répond au cahier des charges de l'État, on doit vraiment respecter beaucoup de choses. Et une des choses très importantes, c'est la traçabilité. Et finalement, même si on parlait d'un module, il a les statuts de déchets et il y a beaucoup de choses à suivre. Et après, au niveau fractions sortantes, en fait, il y a aussi des nouvelles réglementations qui demandent le suivi de ces fractions qui restent dans le territoire français et aussi qui font les transferts des frontières. Donc la traçabilité est très importante. Oui, il faut quand même voir que pour aujourd'hui, on a une traçabilité au chantier.
D'accord. Donc effectivement, on est capable de dire que tel chantier, on l'a traité à telle date, il a été envoyé vers tel et tel recycleur, qu'il a été éclaté en telle et telle fraction et qu'il a été ensuite envoyé vers tel et tel client potentiel. Donc ça, on est en capacité. Après, ça reste une organisation de la filière, c'est-à-dire que organiser chez soi, dans son usine, une traçabilité, c'est relativement aisé. Mais quand ensuite, vous devez reprendre la traçabilité de 30, 50, 90 usines différentes, dont certaines sont en Asie, là c'est autre chose à organiser. Et ça c'est au niveau de la filière, mais on est au-delà sur le commerce international, quoi. Oui, et ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, ne serait-ce qu'en travail forcé, on n'a pas de traçabilité sur la façon dont ont été construits non plus les modules. Donc c'est à vous. Bonjour, donc Alexandre Colombier, AFNOR Normalisation. On a parlé un petit peu d'Europe, et du coup j'ai une question un peu là-dessus, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne sur justement en termes d'outils réglementaires, techniques, soutien, etc. Justement pour engager cette filière européenne, toute la chaîne de valeur dans cette économie circulaire. C'est une relance de ma question de tout à l'heure pour aller un peu plus loin, une invitation à aller plus loin. Merci. Et du coup, ça servira de conclusion, je pense, c'est pas mal. Moi, ce que je peux dire, alors nous, on est recycleurs en France, mais on va développer du recyclage en Espagne, en Allemagne, comme je le disais, et dans d'autres pays de l'Union européenne avec des partenaires locaux. Et donc, du coup, on est déjà en discussion. Alors, Soren, déjà, fait référence comme le recyclage à haute valeur ajoutée en Europe et sur le territoire. Et du coup, les autres organismes de responsabilité étendue du producteur dans chacun des pays échangent déjà avec nous pour comprendre vers où on peut aller. Actuellement, ce qui manque, c'est une uniformité. Tout le monde ne mesure pas les panneaux photovoltaïques spécifiquement dans son pays, quelle quantité collectée, recyclée. Donc c'est quelque chose qui manque. Et personne ne dit comment c'est recyclé. Vraiment une mesure de... Parce que recycler, dans le langage législatif européen, ça peut finir en sous-couche routière et c'est du recyclage. C'est des astuces, malheureusement, des astuces légales qui permettent ça. Par contre, du recyclage à haute valeur ajoutée qui retourne vers l'industrie, vers des usages spécifiques avec un niveau de qualité, ça existe dans certains domaines. Donc, il y a le cuivre, l'aluminium qui ont déjà des définitions légales, le verre. Donc, ce qui tombe bien, nous vraiment, ce qu'on a, il y a des définitions de sortie de statut de déchets. Quand c'est utilisé par un industriel, ça existe. Donc, il suffirait juste d'adapter ce qui existe à une traçabilité qui est faite en France et que tout le monde la respecte et qu'on puisse mesurer ça et qu'à un moment, on dise... Vous voyez, les industriels savent le faire, donc ça devient obligatoire. Et si ça devient obligatoire, du coup, les technologies qui permettent de faire vraiment du recyclage seront celles qui seront utilisées. Mais aujourd'hui, en Europe, on a quand même énormément de projets. Clairement, le photovoltaïque à tous les niveaux, et je pense qu'on est tous, on se connaît à peu près tous dans la filière, et on est tous plus ou moins dans différents projets européens de développement. Donc en fait, l'Europe s'est déjà saisie clairement de ce type de problématique. Effectivement, je rejoins Antoine, c'est l'uniformisation. Aujourd'hui, la France est à un très haut niveau de traçabilité et de normatif. Et effectivement, il faut tirer tout le monde vers ce haut au niveau européen de façon à ce que l'Europe puisse tirer son épingle du jeu par rapport au reste du monde. Ça, on est d'accord. Donc là, on a entendu le point de vue des recycleurs. Je ne sais pas si vous voulez prendre sur cette question. Donc, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Donc, il y a nos nouveaux règlements NZIA et ses traductions ensuite au niveau français. Est-ce que c'est trop timide, comme on l'entend sur certaines filières ? On a entendu l'éolien notamment dire que le NZIA était un tigre sans dents. Ça, c'était un directeur des ventes d'Enercon qui a fait cette punchline. Du coup, est-ce que les Européens commencent à se réveiller, à dire attention, on va faire un malheur, ou est-ce qu'il manque, il y a vraiment encore quelque chose à aller chercher pour qu'on y arrive, pour de vrai? Donc NZIA a l'ambition d'avoir jusqu'au 40% des énergies renouvelables produites en Europe. Et pour la filière du photovoltaïque de 30% avec des aides réglementaires que chaque pays devra mettre en place. Et pour le moment, on n'a que quelques pays qui a répondu présent, notamment la France, l'Italie, l'Autriche.
Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment déployé et récépit comme il faut. On a besoin d'avoir une souveraineté sur l'énergie qui est aujourd'hui, l'énergie solaire, l'énergie la plus installée par an dans le monde. C'est impressionnant quand on regarde toutes les énergies confondues. Et je parle de gaz, pétrole, charbon, éolienne, solaire, géothermique, hydraulique, etc. Les nouvelles capacités d'énergie qui sont mises en place par an dans le monde. Depuis 2010, la partie du solaire a augmenté. Aujourd'hui, on a passé le 70%. Donc, le 70% des nouvelles énergies qui sont installées dans le monde, c'est du solaire. Donc la courbe va continuer à OK. Mais oui, vous, pour carbone, par exemple. Et donc, pour protéger l'Europe, pourquoi on a besoin de protection de l'Europe? Parce que ce n'est pas possible d'avoir la source numéro 1 d'énergie dans le monde, dans l'Europe, qui est complètement dépendant de pays tiers. Donc, on doit être souveraine d'une partie au moins, et c'est l'idée de l'NZA. Comment est-ce qu'on obtient ça? Eh bien, avec des réservations dans des appels d'offres d'une partie dédiée à la production locale, ou bien et aussi avec peut-être de règlements de qualité qu'on pourrait mettre en place et qu'on n'a pas encore complètement développé aujourd'hui. Donc il y a sûrement une réflexion à faire dans ce sens. Alors peut-être Noah pour le dernier mot. Oui, juste par rapport aux réglementations, peut-être là je porte ma casquette technique, mais ce qui est plutôt urgent et important, c'est harmoniser les méthodologies pour les réglementations, parce qu'aujourd'hui, il y a des réglementations, il y a le NZIA, il y a les méthodes de calcul, il y a partout. Mais je pense si on n'arrive pas à harmoniser les méthodologies pour que tout le monde fasse le même calcul, on a les mêmes indicateurs, on a les mêmes résultats, on va être dispersé et là on va pas arriver, en fait les réglementations ne vont pas aider. Et donc je pense qu'il est urgent et indispensable, c'est l'harmonisation des méthodologies aujourd'hui par rapport à ça. Donc voilà, la réponse de la presque collègue sur cette question qui est importante effectivement par rapport à ce qu'on attend de l'Europe et de son caractère à la fois protecteur et protecteur aussi de nos valeurs, on l'a dit, qui sont les nôtres en France. Merci à vous six pour la qualité de vos interventions, d'avoir pu respecter ce temps de parole. J'espère que personne n'a été frustré ni dans le public sur les questions. Merci à vous pour votre attention et bonne journée à Energaia. À bientôt.